Hémicycle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour David Revaud-Dallon. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mardis. Vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. David, vous nous parlez cet après-midi d'Emmanuel Macron, obligé de redéfinir son rôle et son style à l'aube de son second quinquennat. Et oui, Steve, souvenez-vous, il nous l'avait promis pendant la campagne présidentielle, plutôt vers la fin des opérations, une nouvelle méthode, un nouveau président allait s'installer en cas de réélection. Un président moins jupitérien, plus sur la concertation, plus sur le compromis. Il s'agissait évidemment de rompre avec les petites sorties, les bons mots provoquants du premier quinquennat. Souvenez-vous, le pognon de dingue, le jeune homme incité à traverser la rue pour trouver du travail, les Gaulois réfractaires, j'en passe et des meilleurs. Autant de saillies qui avaient choqué, voire ulcéré les Français et renforcé son image d'arrogance. Alors, vous me direz, Steve, sa promesse de changement, c'est un peu comme les bonnes résolutions du 1er janvier. Ouais. On les prend, on est très motivé, et puis en général, ça ne dure pas très longtemps. Donc, on pouvait effectivement légitimement en douter. Eh bien, Steve, je peux aussi vous l'annoncer en exclusivité. Malgré tout ceci, le président nouveau est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé, David ? Eh bien, ce qui s'est passé, tout simplement, les élections législatives et le deuxième tour, le 19 juin, qui, je vous le rappelle, a accouché d'une majorité très relative pour Emmanuel Macron, la plus courte de l'histoire de la Ve République, ce qui l'oblige évidemment à aller chercher la quarantaine de députés qui lui manquent, la majorité en a 250, dans d'autres partis politique. Alors, pour l'instant, ça ressemble plutôt à une mission politique presque impossible, on l'a vu, mais il faut continuer à essayer, et en tout cas, pour débaucher, passer des accords avec tel ou tel groupe, eh bien, il faut en rabattre un petit peu, au moins un minimum. C'est ce que fait le président, qui, depuis les législatives, fait assaut d'amabilité, de propositions de compromis, en direction des oppositions dites raisonnables, c'est-à-dire essentiellement républicains et socialistes. Alors, bien sûr, vous me direz, Steve, puisque vous connaissez bien la politique, il y a de la tactique là-dedans. Proposer un accord pour prendre à témoin les Français quand il sera refusé par les groupes d'opposition sur le thème « Ah bah regardez, ces partis politiques qui refusent de soutenir l'intérêt général pour des raisons politiciennes ». Mais il n'y a pas que la posture, Steve. Moi, mon observation, c'est que la redéfinition du rôle du président dans ce nouveau contexte parlementaire très compliqué va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, David ? C'est-à-dire qu'il faut que le président, il se réinvente vraiment, et il est contraint et forcé à le faire par la situation politique. Alors vous me direz, il n'est pas en cohabitation, plutôt en colocation, mais il devrait quand même s'inspirer de ce qu'avait fait François Mitterrand, période 86, 88, 93, 95, et Jacques Chirac, période 97-2002, des présidents qui n'avaient pas la majorité, qui avaient des gouvernements hostiles en période de cohabitation, mais qui avaient quand même soigné leur posture, qui avaient pris un peu de recul, qui avaient choisi de se consacrer à certains dossiers. Eh bien, voilà, moi je pense qu'il devrait s'en inspirer. Certains de ses conseillers lui conseillent de prendre du recul, de la hauteur, de ne pas mettre toujours les mains dans le cambouis comme il l'a fait. On avait vu qu'il s'était occupé non seulement de la liste du gouvernement, mais aussi de la liste des députés, circonscription par circonscription. Voilà, c'est typique le genre d'occupation très politique avec lequel il doit prendre de la distance. Pas de main dans le cambouis, donc, par exemple, sur le texte sur le pouvoir d'achat, qui est en commission des lois cette semaine et qui arrive, premier vrai test pour le gouvernement la semaine prochaine à l'Assemblée. Il a tout intérêt, Emmanuel Macron, a laissé faire sa première ministre Elisabeth Borne, à la laisser monter au front et à ne pas s'occuper des affaires courantes pour, je le répète, prendre de la hauteur et se réserver les grands enjeux internationaux, par exemple. Et ça, c'est possible, David ? C'est crédible ? Écoutez, j'ai regardé, Steve, son agenda de la semaine et je constate que ça commence quand même à ressembler à ce qu'on vient de se dire. Un petit exemple, hier, c'est le sommet économique Choose France, le sommet dédié à l'attractivité économique de la France. Aujourd'hui, il est dans l'Isère, là encore, sur les grands enjeux économiques. Demain, discours aux armées pour la fête nationale. Le lendemain, allocution télévisée pour le 14 juillet. Je rappelle que c'était une tradition présidentielle historique avec laquelle il avait choisi de rompre en 2017, là il y revient. Et puis dimanche prochain, commémoration de la rafle du Veldiv à Pithiviers. Donc on voit qu'effectivement il prend de la hauteur, il se spécialise, l'économie, la diplomatie, l'histoire, voilà ce sur quoi mise Emmanuel Macron pour se refaire une santé politique. Alors bien sûr, il faut regarder un petit peu si c'est confirmé dans les prochaines semaines, mais moi mon petit doigt me dit qu'il va creuser ce sillon. Et d'ailleurs il aura tout l'été en vacances au fort de Brégançon, le domaine présidentiel, pour réfléchir
réfléchir à sa nouvelle posture et la peaufiner. Mais oui, Steve, on pouvait ne pas y croire, compte tenu des promesses non tenues de tous ses prédécesseurs et aussi du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. On pouvait ne pas y croire, mais le président va changer, tout simplement parce que cette fois, il n'a plus le choix. Une dernière question, David. Est-ce que le président ne risque pas néanmoins d'être assez vite rattrapé par le vent des polémiques? Je pense évidemment aux Uber Files, dénoncés par l'opposition comme un scandale d'État, ou encore aux tensions assez vives hier soir à l'Assemblée à l'occasion de l'examen du projet de loi sur le Covid-19. Alors, vous avez un petit peu de problématiques différentes. Là, c'est une affaire révélée par la presse sur les liens, effectivement, du ministre de l'économie Emmanuel Macron dans le quinquennat de François Hollande avec Uber. On voit que, grosso modo, même si les oppositions, bien sûr, de bonne guerre, cherchent à exploiter et surexploiter l'affaire, je vois pas ce qui pourrait vraiment empêtrer à moyen et à long terme même une commission l'exécutif. d'enquête parlementaire? Je crois pas. En revanche, je pense qu'effectivement, ce qui est plus inquiétant, c'est ce qui s'est passé hier sur le vote, alors que c'était un texte extrêmement court, réduit à sa plus simple expression, sur lequel, effectivement, normalement, les oppositions auraient dû s'entendre et voter ça comme une lettre à la poste. Donc, effectivement, je crois que ça augure mal de la suite des débats. Et on a le premier vrai test, je le disais, la semaine prochaine avec la loi pouvoir d'achat. Là encore, tout le monde est d'accord, tous les partis politiques, je crois, se sont d'accord pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Le problème, c'est que ça va quand même aboutir à des blocages politiciens. Donc voilà, je pense que c'est plutôt cette situation de blocage général qui est inquiétante pour le président Macron, davantage que cette affaire Uber. Merci beaucoup, David Revaud-Dallon. Votre édito politique Hémicycle est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Alexis Lacroix d'Actualité Juive. Bon après-midi à vous, David. Bon après-midi, merci Steve.